abrégé de la religion de Kant par un anonyme en 1796, publié à Riga, en Lettonie. Traduction française publiée à Lyon en 1842. Le traité de Kant est de 1793-1794. La lecture que nous proposons est une actualisation faite par Freddy Malo à l'occasion d'une étude de cet abrégé en 2008. Commençons. Penchant au mal. Débat bien-mal. Liberté. Chacun sait que toute l'affaire de la relation du bien et du mal en l'homme, de ce monde, s'est toujours ramenée à ce point précis. Que faut-il penser de notre propre liberté ? Voyons cela. Mauvaise approche. Pour commencer, faisons l'enquête et montrons que c'est une mauvaise approche qui a cours en notre temps en ce qui concerne la relation entre le bien et le mal. Ceci sévit de 1000 manières, mais la théorie peut caractériser deux groupes d'égarés qui se font face. Les dogmatiques. D'ailleurs, ici on entend deux sons de cloche diamétralement opposés. D'un côté, il y a la version de toute la tradition, celle du péché originel. En théorie, l'homme aurait dû être bon. En pratique, on ne l'a jamais vu que mauvais dans le temps réel. Je veux dire, hors du mythique paradis terrestre. On peut dire cette version pessimiste. D'un autre côté, on a la version très récente, celle des Lumières, depuis 1760, exactement inverse. On peut dire de l'homme de ce monde ce qu'on disait d'Adam au Jardin d'Éden. Il est bon, naturellement, innocent. Et s'il se trouve qu'il y a des méchants, c'est que la société mal établie a bridé sa vraie nature. Ce qui n'a pas empêché notre humanité de progresser toujours du mal au mieux. On peut dire cette version optimiste. Son grand représentant, Rousseau, disait depuis 1754 « L'homme est naturellement bon, bien que les hommes soient méchants. » Discours sur l'inégalité. Je demande, est-il admissible que la raison reste ainsi écartelée entre deux dogmatismes inconciliables ? Les relativistes. Je suis bien au courant qu'il existe le groupe des relativistes, qui prétend nous sortir de l'ornière dogmatique. Mais ça commence mal, puisque j'entends aussi de ce côté deux sons de cloche opposés. Les uns nous disent « Quel faux problème que cette histoire de bien et de mal ! Votre problème moral n'a jamais eu de sens, et nous en sommes affranchis. L'homme n'est ni bon ni mauvais. » Cette indifférence morale est professée par les esprits forts de la libre pensée, qui arborent la bannière du scepticisme. Leur maître est l'anglais David Hume, 1711-1776, et leur livre de chevet est Les Essais moraux, 1741-1748, de cette vedette européenne. Mais une équipe adverse du relativisme n'est pas moins à la mode, et elle proteste contre la première en tenant le discours suivant. « Messieurs, comment pouvez-vous nier le problème moral, qui a de son côté le consentement universel, consensus omnium ? Cette obscure question du bien et du mal, qui nous déroutera toujours, nous permet de proclamer « L'homme est tout à la fois bon et mauvais ». Ce refrain est entonné par les bons dieux-arts du cléricalisme, qui baignent dans la vulgarité philosophique de l'éclectisme. Leur maître est le jésuite de gauche Guillaume Berthier,
1782, patron du célèbre Journal de Trévoux, édité de 1749 à 1764. Que penser des deux clans du relativisme ? On voit bien que le dogmatisme ne désarme pas d'un poil face à eux, de même qu'ils ne se trouvent nullement ébranlés par lui. De plus, le relativisme n'est rien de plus que du dogmatisme à rebours, négatif, dont la seule particularité est de se moquer ouvertement de la raison. L'homme est-il ni bon ni mauvais ? Ou bien tout autant bon et mauvais ? Si on ne retient de la raison que sa base naturelle, on peut bien le dire. Mais nous ne saurions permettre la désinvolture dont font preuve les relativistes en tirant prétexte pour la mise au rencard de la partie surnaturelle de la raison, qui doit commander en elle. Bonne approche. Puisque c'est cette raison qui ne se renie point, qui doit se prononcer sur le bien et le mal, nous disposons d'un appui solide pour commencer. Que se passe-t-il pratiquement dans notre conduite réelle ? Ceci, en toutes circonstances, et ceci irréfragablement, l'homme se sait libre de faire ou ne pas faire. Et puis, dans la vie, il nous faut nécessairement trancher en un sens ou en l'autre. Qu'est-ce qui en décidera ? Ce sera, dans tous les cas, un motif dont l'homme aura fait sa règle d'action, et donc auquel sa liberté aura souscrit explicitement. Allons plus loin. Si la moralité veut dire quelque chose, théoriquement, il faut chez l'homme un motif des motifs, indispensable pour que sa conduite acquiert une cohérence au regard de sa raison. Or, notre raison ne nous fait pas rencontrer d'autres motifs supérieurs que l'impératif catégorique, d'ailleurs clair et précis, qui s'appelle le devoir du bien. Par suite, l'homme est bon quand il observe cette loi morale, et il est mauvais quand il la viole. Un point c'est tout. Du coup, la théorie sceptique de l'homme, ni bon ni mauvais, ne vaut pas un clou. Du fait que la loi du devoir est une loi absolue, qui ne souffre pas d'exception, le méli-mélo éclectique de l'homme tout à la fois bon et mauvais ne vaut pas plus cher. Que penser finalement de la liberté elle-même d'obéir au devoir ou d'y faillir ? On s'est toujours demandé si cette disposition propre à l'homme était innée ou au contraire acquise, sans jamais s'accorder sur la réponse. Je dis, la réponse est toute simple. L'homme naît avec sa liberté, comme avec quelque chose qui n'appartient pas au temps de ce monde. Et à ce titre, on avait raison de la dire innée. Et que se passe-t-il chez l'homme une fois né ? Il trouve en ce monde les conditions de l'exercice de sa liberté et est mis en demeure d'épouser librement la loi du devoir dans sa conduite. En ce sens, celui de l'usage moral ou immoral de sa liberté. On avait raison de parler d'un acquis. Volonté. À présent, voyons ce qui pourra faire que l'homme exerce sa liberté dans le sens du bien ou du mal. Ce ne pourra être que ce qui est susceptible de motiver sa volonté en ce monde. À ce propos, il suffira de prendre en compte le fait que notre nature humaine, en ce monde, bien que incontestablement une, recèle trois tendances tout à fait distinctes, d'où trois moteurs qui rivalisent pour primer en notre volonté. Il y a d'abord notre animalité, périssable, animalité très spéciale, mais seulement par le fait que notre sensibilité est consciente.
et la part même surnaturelle de notre sensibilité est toute passive. Du coup, l'animal que nous sommes a son horizon rigoureusement borné à celui de la nature. Par suite, l'amour-propre qui gouverne cet homme est purement instinctif. Que recherche-t-il ? Exclusivement sa propre survie, puis une descendance nombreuse, et enfin la solidité du lien familial. Cette situation est caractéristique de la sauvagerie. Voir à ce propos les 4 stades sociaux de Kant. Notons bien que les motifs qui dictent la conduite du sauvage que nous sommes peuvent produire non seulement des vices, mais aussi des vertus. Mais les uns et les autres adviennent comme par accident. Quant aux vices, ce sont bien sûr les plus frustes, et à l'extrême, ce sont les vices bestiaux, débauche, etc. Nous sommes des êtres dont l'humanité s'affirme formellement. Pourquoi formellement ? Parce qu'elle se montre simplement au travers de notre entendement. Dans ce cadre, l'homme affiche son droit à régner sur la nature, c'est tout. Donc, notre raison ne se montre alors active que parce que surnaturelle, et s'avoue par là captive de ce monde, ou plus généralement, otage de la face matérielle de la création. D'où le fait que tout ce qui est moral se trouve maintenant traité comme scientifique. C'est ainsi que paraît un tout nouvel amour-propre. Chacun ramène son avantage d'appartenir au genre humain à son intérêt personnel. Chacun se compare aux autres et souffre de l'inégalité, tour à tour plaignant les tiers et en étant jaloux. Dans cette confusion, un minimum d'harmonie ne peut être préservé que par l'intervention d'un état de droit, un accord légal mutuel sur la nécessité de lois contraignantes. Il reste que dans cette situation, si l'immoralité est contenue, la société demeure réellement amorale. Cet état social est caractéristique des demi-civilisés que nous fûmes jusqu'à présent. La civilisation grossière, elle aussi, suscite tout autant des vertus que des vices. Mais là encore, les deux choses ne surviennent que comme des effets, par occasion. Quant aux vices, ils prennent une allure toute nouvelle. Ce sont des vices raffinés, adroits, habiles, intéressés. Et à l'extrême, ils se révèlent sadiques. Joie des maux d'autrui, etc. Pour finir, il y a la tendance de notre personnalité, c'est-à-dire de l'originalité absolue de l'homme. Celle-ci brille par notre volonté, cette faculté qui indique clairement que notre origine et notre destination sont proprement divines, étrangères à ce monde. Il est nettement affirmé ici que nous ne sommes pas tout bonnement les membres d'un système de personnes régies par le droit, mais d'une société de personnes où la moralité doit régner en maître. Le moteur ou motif de nos actions n'est plus du tout un amour-propre terre-à-terre, que celui-ci soit instinctif ou décidé, mais seulement la loi du devoir, par laquelle l'homme s'aime lui-même en se défiant lui-même, en surmontant ce qui le retient en ce monde qui n'est pas sa vraie patrie. Les 3 dispositions que sont la sensibilité, l'entendement et la volonté sont originelles en l'homme, et ce sont les seules. Nous n'en sommes pas les auteurs. Il est donc vain de chercher à en éradiquer aucune.
Et Dieu les ayant faites, elles sont toutes trois essentiellement bonnes. Par suite, il dépend de nous d'assigner à chacune la place et le rang qui lui convient. Alors toutes, au lieu d'occasionner des vices, ne produisent plus que des stimulants vertueux sous l'hégémonie déclarée de la loi morale.